Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Mais j'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous voici de retour pour décortiquer tout ce qui s'est passé. La crise chez les arbitres, des entretiens exclusifs. Et bien voici un petit peu quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir pendant 1 heure. Et bien je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Au menu de NCI Sport ce soir, c'est Game of Thrones chez les arbitres de football en Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé à Yamoussoukro où Karim Abdul Diomandé a pris la tête de l'AMAFSI? Que va faire Roland Danon? Les détails dans le doc du jour. En quête de talent, la PSG Academy prospecte en Côte d'Ivoire. C'était devant les caméras de NCI Sport. Les judokas ivoiriens préparent l'Open d'Abidjan, plongés au cœur de cette préparation. Et ben voilà, super programme en perspective. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 21h30. Et ben oui, je ne suis pas seule autour de cette table. Non, il y a 2 super consultants qui sont là pour m'accompagner. Je commence par qui? Nasser Eddy, bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Ça a été la semaine? En forme? Oui, plus ou moins, ouais. Ouais, tranquille, cool. Oui, la routine. Ah ben voilà. Bonsoir Babou Eric. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va super bien. Bon. Alors, Babou, je ne vous demande pas si vous avez... Non, c'était la fête des mères hier. J'imagine que vous avez arrosé de fleurs toutes les dames de votre entourage. On a essayé de faire plaisir à nos mères. On espère que c'est bien passé. Elles ont aimé, on espère. En tout cas, bonne fête à toi. Ah ben merci beaucoup, c'est très gentil. Et à notre tour bientôt. Bon, ou pas. Bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà, allez, on a pas mal de sujets dont on va parler. Et on va commencer tout de suite avec, un club de Ligue 1 française, le FC Metz, qui est en Ligue 1, donc en attendant la décision de la Ligue de football sur l'affaire Rodez-Bordeaux, prévue le 12 juin. Mais avant, nous allons parler, évoquer un petit peu tout ça avec l'un des artisans du retour dans l'élite des Grenats, Habib Maïga, le milieu international ivoirien. 30 matchs et 1 but nous donne le secret de ce succès. Bonsoir Habib Maïga, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Ouais, je vous entends super bien. D'accord, on est super content de vous avoir ce soir. Alors, par Zoom, bien évidemment. Alors, Habib Maïga, le FC Metz termine 2e de la Ligue 2 et devrait remonter en Ligue 1. Qu'est-ce qui a fait la force des Grenats cette année? Ce qui a fait notre force, je pense, c'est la bonne ambiance et la cohésion qu'il y avait dans le groupe. Parce que c'était pas gagné d'avance. En début de saison, on a eu pas mal de difficultés. Les résultats, on les avait en dents de scie. C'était compliqué. Il y a un moment, je crois, on était à la 14e place. Donc, c'était pas facile de remonter. Mais grâce à la cohésion, comme j'ai dit, il y avait une très bonne cohésion. Tout le monde était concerné par ce projet. Donc, ça a permis de se faire un vide dans la tête pour pouvoir remonter tout de suite au classement. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on parle de monter en Ligue 1, mais il y a quand même cette affaire Bordeaux-Rodez qui met l'attente, qui met en attente la montée officielle. Est-ce que cette situation vous met la pression aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que vous en dites, vous, en interne? Une pression, on a un peu peur. On a un peu peur de la décision, même s'il y a un match à rejouer, tout peut se passer dans ce match-là. Donc il y a une petite appréhension, on attend juste la décision finale de cette commission. Mais pour l'instant, nous on est encore dans la fête, on est en joie et puis on attend la décision finale de la commission. Absolument. Alors, cette saison, vous avez disputé 30 matchs en Ligue 2 sur les 38 possibles, avec 1 but inscrit. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de votre saison? Bonne saison. En général, bonne saison. Je fais 30 matchs. J'ai pas eu beaucoup de pépins physiques. Mais
C'est votre cinquième Non, saison, grand hein. C'est votre cinquième saison au FC Metz. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette longévité au sein de ce club? Dites-moi. Ben, je pense déjà c'est la confiance des dirigeants. Ils m'ont fait confiance dès le début et moi j'ai su leur rendre cette confiance qu'ils ont placée en moi. Et puis ben, avec le travail, ils sont toujours satisfaits de moi. Donc c'est ça le plus important. Moi, quand je vais dans un club, j'essaie de m'inscrire sur une longue durée. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le FC Metz. Je suis bien installé, je suis bien dans un beau cadre. Il y a un beau cadre pour travailler, donc je me sens super bien. Donc là, je fais ma 6e saison. Et bon, c'est vrai que ça a été quand même étonnant hein, pour tout le monde de vous voir rester au club malgré la relégation. Qu'est-ce qui a expliqué cela? Vous auriez pu partir? Non, déjà, je me suis blessé en fin de saison de l'année dernière. Et j'ai eu une longue période, j'ai fait 5 mois de convalescence. Et quand je suis arrivé, ben, le club était déjà relégué en Ligue 2. Après, je ne suis pas du genre à fuir le navire quand c'est chaud. Je suis resté parce que ben, le club était en difficulté, on est descendu. Quand ça va mal, c'est tout le monde, on est tous concernés. Donc j'avais décidé de rester pour aider le club à remonter, à retrouver l'élite du football français. Et c'est ce qui s'est passé. Eh oui. Alors, Habib Maïga, bon, vous avez répondu à demi-mot. Hein, la prochaine question, c'est vrai que vous avez un contrat qui court hein, jusqu'en 2024, en juin 2024. Est-ce que vous resterez à Metz la saison prochaine? Je suis resté pour la Ligue 2. Hein. Là, on remonte en Ligue 1, ouais, je vais rester. Je suis bien à Metz, comme j'ai dit. Je me sens super bien. Il y a un beau cadre pour travailler. Et quand les dirigeants te font confiance, ben, il n'y a rien de plus important que ça. Ouais. Ouais. Alors, Habib, je voudrais qu'on parle maintenant de la sélection, puisque vous n'êtes plus réapparu hein, sous les couleurs nationales depuis la CAN 2021 au Cameroun. Comment vous l'expliquez? Non, comme j'ai dit, déjà l'année dernière, quand le coach il a pris la sélection, il est arrivé, au moment où il est arrivé, moi j'ai eu ma blessure à l'ischio. Et ben, j'ai pas fait de match et il y a eu la sélection quelques mois après. Donc je pouvais pas participer à cette sélection-là. Et ben, vu que le groupe, la sélection de Côte d'Ivoire, c'est un groupe élargi, il y a plusieurs joueurs, il y a beaucoup de joueurs, il y a de très gros joueurs. Ben, quand tu es blessé, c'est compliqué d'intégrer cette sélection-là. Ouais. Mais vous avez parlé de votre situation avec le sélectionneur, puisqu'il vous connaît quand même très très bien depuis les saisons 2017-2019 hein, du côté de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Non, je ne l'ai pas eu, mais on se connaît très bien. C'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que ben, je ne suis pas resté longtemps avec lui à Saint-Étienne parce qu'il y a eu mon frère en Russie, tout ça. Mais le peu de temps que j'ai fait avec lui, ben, j'ai appris à connaître la personne, le coach. J'ai passé un court moment avec lui, mais c'était rempli de bonnes choses. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore eu. Et Habib, est-ce que vous pensez encore à la sélection? Si je pense à la sélection, mais tout le temps. La sélection, c'est tout le temps. Tu penses tout le temps à la sélection. C'est toujours un plaisir de porter ce maillot. Donc, si j'ai la possibilité de défendre les couleurs de mon pays, je viens je crois, à 1000%. Bon, et puis surtout que la prochaine CAN, la CAN 2023, se joue ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire? De participer à cette CAN. Participer à une CAN, c'est magnifique, mais une CAN à domicile, avec ta famille, tes proches, je pense que c'est encore plus beau. Donc si j'ai cette possibilité, ben, je vais aller la chercher. S'il y a une petite possibilité d'aller chercher
cette CAN-là, ben, je vais tout donner pour aller la chercher. Ouais. Mais on espère vraiment vous revoir très très vite en sélection, hein, Habib Maïga. Alors, on sait que vous êtes Merci, super c'est occupé. On sait que vous êtes super occupé. Mais alors tout à l'heure, il y a une vidéo qui est passée pendant que vous parliez. On va la regarder ensemble si vous le voulez bien. Ah bah oui, vous savez qu'elle a fait le buzz hein, sur les réseaux, cette vidéo, Habib Maïga. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette ambiance hein, dans les vestiaires? Qui a eu l'idée justement de... Moi, je suis rentré au vestiaire et j'étais avec mon fils. Et ben, quand je rentre, il y a le grand Ismaël Traoré, comme je l'appelle souvent. Ismaël Traoré, que vous connaissez. Bien sûr. Qui est rentré avec le truc pour la musique. Tout de suite, il met un son de l'artiste. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Oui, allez-y. Mais oui, bien sûr. Voilà, mais oui, comme on a tendance à écouter ça à la salle pendant qu'on travaille, tout le monde connaît Docteur, Kiné, tous les joueurs, même les joueurs nord-africains, tout le monde connaît cette musique-là. Donc, dès qu'il est rentré, son premier réflexe, c'est de mettre cette musique. Et ben moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, OK, on fait un ballet. Du coup, j'ai appelé tout le monde autour de la table, le coach, les joueurs, Docteur, Kiné, et on a fait cette vidéo. Et on voit qu'il y a de grands danseurs hein, au sein de l'équipe. Ah, il y a pas mal de grands danseurs. Hein. Il y a pas mal de grands danseurs. Mais quand il y a ce genre de moments-là, ben, tout le monde en profite, même même s'il y a quelqu'un qui est très timide à la base, mais quand il y a un moment comme ça, là, tout le monde se lâche. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tout le monde, le kiné n'a pas l'habitude de danser, mais tout le monde s'est lâché, tout le monde. Ouais, et elles sont magnifiques ces images et vraiment on est super contents hein, pour vous et on croise les doigts pour que cette montée soit bel et bien effective. Voilà, et on espère, comme je le disais, vous revoir très très vite en sélection Habib Maïga. Voilà. Ok, on croise les doigts, merci beaucoup. Eh ben, je vous laisse le dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, de tous les Ivoiriens hein, qui sont là, qui vous regardent ce soir hein, dans NCI Sport. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ben, d'abord de les remercier d'avoir pris le temps de m'écouter et puis ben, j'espère que on se reverra très bientôt à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et merci à vous aussi, ça a été un plaisir de partager ces un quart d'heure. Ça a été un plaisir. Eh bien, le plaisir était partagé. Merci beaucoup Habib Maïga. Eh bien, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Et on vous attend sur le plateau de NCI Sport dès que vous venez à Abidjan. Venez nous faire un petit coucou, ça nous fera très plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Allez, bonne soirée, bye bye. Allez, bonne soirée à vous. Allez, ciao. Ciao, ciao. Allez, messieurs, eh ben ouais, il est super sympa, Habib Maïga. Hein. On a beaucoup de chance de l'avoir eu. Et bah oui, c'est comme ça. Ce sont des entretiens exclusifs hein, qu'on vous propose dans NCI Sport. Alors, déjà, je voudrais qu'on parle de l'imbroglio hein, qu'il y a sur cette fin de saison en Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser Eddy? Ben, je pense déjà que c'est dommage pour l'image qu'on a vue qui a envoyé tout cet imbroglio, là, ce supporter qui est rentré sur le terrain, qui a poussé le joueur de Rodez, ce supporter de Bordeaux. Après, est-ce que ça met en danger le FC Metz qui, de son côté, a fait le travail, donc a remporté son match. Là, pour que le FC Metz ne monte pas en Ligue 1, il va falloir un grand concours de circonstances. Il va falloir que les Girondins de Bordeaux s'en sortent indemnes de toute sanction et que derrière, si jamais le match est à rejouer, il s'impose par 4 buts d'écart ou plus, quoi, vu la différence de but avec le FC Metz. Donc, il peut fêter Habib Maïga. Ça sent bon. Oui. Ça sent bon. Oui. Et déjà, je ne pense même pas que les Girondins de Bordeaux s'en sortiront sans sanction après ce grave incident qui s'est passé. Alors, Eric, qu'est-ce que vous pensez de la saison d'Habib Maïga?
Oh, je pense qu'il a fait une bonne saison, il a dit lui-même. Hein. Et puis de toute façon, il est dans un cocon. Il est en famille, il est bien installé dans cette équipe de Metz. Donc pour lui, c'est tout le bonheur. Donc évidemment, il a pratiquement joué. Hein. Il était titulaire, indiscutable, pendant toute la saison. Donc je pense qu'il a fait une très bonne saison. Et évidemment, on espère pour lui que cette équipe-là va effectivement monter en première division. Et il aura l'occasion de passer un cap, parce qu'il faut qu'il passe un cap. Et vous comprenez qu'il n'ait pas été appelé chez les éléphants depuis 2021 ? C'est plutôt compréhensible parce qu'on se rappelle déjà de sa CAN et de ce premier match là, de la Côte d'Ivoire à la CAN face à la Guinée équatoriale où il avait évolué arrière droit à la place de Serge Aurier qui était absent ce jour-là. Ça n'avait pas été le match de sa vie malheureusement pour lui. Et puis derrière, il y a eu cette blessure qu'il a évoquée qui a encore cassé son élan. Donc oui, je comprends. D'accord. Bon, en tout cas, on est très content de l'avoir eu en direct dans l'émission. Allez, après ce bel échange avec Habib Maïga, eh bien, Armel Yao et Marco Seri nous donnent des nouvelles de nos internationaux. C'est dans le Thermopro. Beau ou mauvais temps, prenons des nouvelles de nos internationaux. Temps nuageux pour Seko Fofana. Lauréat du prix Marc Vivian Foué l'an dernier, le milieu de terrain ivoirien du RC Lens a été détrôné par le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba. Fofana est arrivé en 2e position. Beau temps pour Willy Bolly. Après son compatriote Serge Aurier, il a reçu une distinction de la Première Ligue pour avoir atteint la barre des 100 matchs disputés en Première Ligue. Un prix qui apporte un peu de lumière dans la saison de l'international ivoirien, dont la saison a été minée par des blessures. Beau temps pour Mariam Diakité. L'international ivoirienne a prolongé son contrat avec la formation du FC Fleury 91 en D1 Arkema, la première division française pour une durée de 2 ans. Cette saison, Mariam est apparue 14 fois sous les couleurs de Fleury pour 9 titularisations. Beau temps pour Serge Aurier. Le capitaine des éléphants est désormais lié à Nottingham Forest jusqu'en 2024. L'ancien sociétaire de Tottenham a décidé de rester une saison supplémentaire chez les Forest, avec qui il a disputé 28 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Beau temps également pour les Ivoiriens du FC Metz. Habib Maïga, Kofi Kwao et Ismaël Traoré évolueront en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. Du soleil pour Marie-Josée Talou. Une semaine après avoir réalisé un nouveau record sur 100 mètres au Grand Prix de Los Angeles, la sprinteuse ivoirienne a enchaîné 2 autres victoires, toujours sur 100 mètres, respectivement en Diamond League avec un temps de 10,97 et au Memorial Orlen Janouts en 10,82. Temps clément pour Ruth Baby. De retour sur le tatami après 3 mois d'absence pour cause de blessure, la championne ivoirienne a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins 67 kg dames au championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Ruth remporte ainsi sa 3e médaille des championnats du monde après les 2 médailles d'or raflées en 2017 en Corée du Sud et 2021 en Arabie Saoudite. Beau temps pour Cissé Cheick. L'Ivoirien a remporté la médaille d'or au championnat du monde à Bakou dans la catégorie des plus de 87 kg. Il a battu en finale le Mexicain Carlos Sansores 2 rounds à 1. Cissé Cheick devient ainsi le 3e Ivoirien à remporter une médaille d'or au championnat du monde. Voilà, super semaine, en tout cas pour nos internationaux, toutes compétitions confondues, tout sport confondu. Et ben voilà, c'était le point dans le Thermopro. Ne bougez pas, on va marquer la première pause de cette émission. Juste après la pub, eh bien, il y aura un doc sur la crise chez les arbitres, le PSG qui recrute en Côte d'Ivoire et puis un inside judo ce soir. Ouais, ce sera pas mal. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants.
C'est la deuxième partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Je vous rappelle qu'on est ensemble en live, en direct, jusqu'à 21h30 pour analyser toute l'actualité sportive de la semaine. Et on va enchaîner avec le doc de ce soir. La crise ne se tasse pas au sein de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, donc l'AMAFSI. Le samedi 27 mai dernier, à Yamoussoukro, des membres de cette amicale ont élu Karim Abdoul Diomandé à l'issue d'une assemblée générale élective, une assise contestée par Roland Danon. NCI Sport était au cœur de cette réunion dans la capitale. Antoine Mahan, Armel Yao et Marco Seri font le récit de cette crise qui prend aujourd'hui un tout autre visage. Scientifique Yamoussoukro, à une centaine de mètres du stade Charles Konan Banny. Plus de 500 arbitres, issus de 35 commissions régionales des arbitres, ont élu celui qu'ils considèrent comme le successeur de Boubacar Charaf pour un mandat de 4 ans. En présence de Soumaïla Dambélé, représentant le président de la commission centrale des arbitres, Bonaventure Kalou, par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Le nouvel homme fort de l'AMAFSI était le premier vice-président de l'amicale sous l'ère Boubacar Charaf, avant son éviction en mai 2018 par Souleymane Koulibaly. C'est un soulagement de voir qu'aujourd'hui, la majorité des arbitres ont décidé de changer de cap, ont décidé de s'inscrire sur la voie de l'apaisement, sur la voie de la cohésion. Et donc, c'est un sentiment de soulagement pour moi parce que ça nous a peiné pendant longtemps de voir notre corporation patauger dans ce bourbier-là. Devant les délégués, les responsables de l'amicale se sont prononcés sur le bicéphalisme à la tête de l'amicale. Je pense que c'est une satisfaction totale. Et aujourd'hui, vous avez vu l'AG, il y avait un moment où on était en conflit avec le président Charaf et la justice a tranché aujourd'hui. L'équipe Charaf et l'équipe Koulibaly Souleymane sont mis ensemble pour organiser une AG élective, pour envoyer la paix au sein de la corporation. Et les élections sont très bien passées et désormais, nous avons la paix, donc c'est une satisfaction totale. Les deux qui étaient en confrontation, c'est M. Koulibaly et M. Charaf. L'autre ne vient que comme un cheveu sur la soupe. Mais quand ces deux-là décident de réaliser dans le même sens, on peut dire que le pari est gagné à 80%. M. Koulibaly Souleymane a fait une conférence de presse et il m'a remis de façon officielle l'agrément, le récépissé, la constitution pour que je remette au nouveau président qui serait aujourd'hui. Et aujourd'hui, M. Diomandé Abdoul Karim est élu. La paix est totalement revenue au sein des arbitres. Réhabilité par la justice en 2022, après sa destitution en mai 2018 et accusé d'être l'instigateur, Boubacar Charaf, désormais membre de la CCA, la Commission centrale des arbitres, est formelle. Cette assemblée générale, elle est légale du point de vue, je dirais, du droit, du point de vue de l'organisation interne et surtout du point de vue des arbitres de Côte d'Ivoire. Il faut dire que, compte tenu des différentes dissensions qu'on a eues au sein de notre amicale, nous sommes allés au tribunal et le tribunal a décidé de rendre un verdict. Et ce verdict-là était à l'avantage d'Aboubacar Charaf. Mais ce n'est pas Aboubacar Charaf qui est le véritable vainqueur. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'époque, pas de triomphalisme. Mais le vrai vainqueur, ce sont les arbitres de Côte d'Ivoire. Comme il fallait s'y attendre, Roland Danon, président de l'AMAFSI depuis février 2022, désapprouve la démarche de ses pairs. Nous l'avons rencontré avant cette assemblée générale. Le président de l'AMAFSI reste et demeure Danon Roland Léonce. Donc à ce niveau, il n'y a pas de discussion possible. Il y a quelques jours, un communiqué signé des mains de Karim Abdoul Diomandé fait état de ce qu'il n'est plus le président de l'AMAFSI. Sa réaction est sans équivoque. Nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Ça vient de personnes qui sont identifiées par nous, qui ont été nommées par le président de la FIF, mais qui ne veulent pas se contenter de faire leur travail au sein de la commission où on les a mis, mais qui utilisent des manières subversives pour déstabiliser l'AMAFSI. Roland Danon, qui a accusé par le passé Aboubacar Charaf d'être à la base de la déstabilisation, le soupçonne-t-il d'être derrière l'action de samedi? J'ai envie de dire que ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché parce que
Les éléments de preuve dont nous détenons le démontrent. C'est vrai, à notre tribune, on ne l'a pas caché, on l'a ouvertement dit. On l'a ouvertement dit avec des éléments de preuve qu'on a présentés à l'auditoire. Que va-t-il se passer maintenant? Que va faire Roland Danon, désavoué par les 500 arbitres qui se sont rendus à Yamoussoukro? On va mener des actions clairement auprès de la fêtière parce qu'il existe des process au niveau de la fédération qui permettent de régler ce genre de petits litiges, parce qu'on appelle ça des petits litiges, des personnes qui ne sont pas reconnues dans l'association, qui agissent avec le nom et le logo de l'association. Il faut bien que la fédération, qui est elle, responsable de toutes les structures, je dirais footballistiques en Côte d'Ivoire, puisse agir. Donc on va aussi saisir la fédération. En moins de 5 ans, l'AMAFSI a connu 3 présidents. Koulibaly Souleymane et Boubacar Charaf, désormais hors jeu. Le combat pour le contrôle de l'AMAFSI se mène aujourd'hui entre Karim Abdoul Diomandé et Danon Roland. Qui aura le dernier mot? Bon, pas évident ce qui se passe au sein de l'AMAFSI. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de crise, Babou Eric? Il faut dire déjà que c'est dommage. Avec la sortie de ces élections, on espérait ne plus vivre ce genre de choses, ce genre d'événements. C'est vraiment regrettable. Vous savez, quand le président de la fédération a été élu, il avait dit dans son programme « rassembler ». Rassembler, ça suppose apporter la paix dans l'environnement du football ivoirien. Et dernièrement, il y a bientôt une semaine, on a fait le bilan de sa première année. Et ce que j'aurais été net dedans, et c'était mon inquiétude, ce volet rassembler, est-ce qu'effectivement ce volet-là, il a été touché? Et je me rends compte, à l'évidence, que ce volet-là n'a pas été traité. Parce que quand vous voyez encore les belligérances, et là c'est le cas, pourquoi créer cette dissidence-là? Pourquoi, alors que Danon a été celui qui a permis, il a voté pendant les élections à la FIFA, à ma connaissance. D'où sort-il encore qu'on se retrouve dans une situation où on doit démettre Danon? Franchement, pour moi, ce genre de comportement était derrière nous. Et je pense que le président de la fédération n'a pas besoin de ce genre de situation. Il a promis rassembler la famille du football et il est censé composer avec toutes les obédiences. Je veux dire, même ses opposants, il est censé rassembler tout le monde et travailler avec tout le monde. Il ne faudrait pas que ces partisans, des personnes qui légitimement sont battus pour lui, ont tout fait pour qu'il soit là, bousillent son mandat par ce genre d'action, par ce genre de comportement. Je pense qu'on n'en avait pas besoin. Surtout quand on approche de la CAN, il faut éviter tout ce genre de comportement. Alors, certains observateurs pensent qu'il y a des personnes qui tirent justement les ficelles dans l'ombre en vue de la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, prévue en 2026. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes, Nasser? Je pense que, comme Danon Roland l'a dit, ce n'est même pas caché. Et on avait à cette élection, entre guillemets, qui s'est passée à Yamoussoukro il y a un peu plus d'une semaine, 3 membres sur 7 de la commission centrale des arbitres. Donc on avait Aboubacar Charaf, on avait Ndjoré et on avait le troisième dont le nom m'échappe un peu, Adon Anzi, qui était même à la table de séance ce jour-là. C'est à se demander ce qui se passe réellement et qu'est-ce que l'on veut. Et franchement, moi je ne comprends pas tellement cette élection qui vient là comme un cheveu sur la soupe. Parce que si on veut suivre un certain parallélisme des formes, l'élection qui a porté Danon Roland à la tête de l'AMAFSI a été encadrée et approuvée par le comité de l'organisation, qui a également fait pareil avec l'Africa Sport National d'Abidjan, oui. et exactement pareil avec cette équipe même de la FIF, puisque c'est le CONOR qui a organisé l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et du coup, si on ne reconnaît pas l'élection de Danon Roland à la tête de l'AMAFSI, il en revient à dire qu'on ne reconnaîtra pas non plus l'élection de Kuotea Narcisse à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan et même du président Yassine Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Donc pour moi, il faut que toutes ces personnes-là derrière évitent de mettre du grain de sable dans l'attiéké, pour utiliser une expression ivoirienne, dans l'exercice du mandat du président Idriss Diallo. Bon, alors, vous pensez que Roland Danon peut avoir gain de cause dans cette histoire? Moi, je l'espère, parce qu'il faut qu'on ait la quiétude, il faut qu'on ait de la paix. Oui. Voilà, il ne faudrait pas que ce genre de comportement prospère, parce que si ça commence aujourd'hui, il reste encore 3 ans de mandat, on ne sait pas demain, tu vas encore lever la tête, on ne va pas s'en sortir. Je pense que le président, il a dit, pendant son mandat, pendant l'élection, il faut
il veut rassembler. Je pense que c'est un mot-clé. Hein. Moi, je le retiens pour le moment. En tout cas, les actes de rassemblement, je ne les ai pas encore vus. Hein. C'est vrai qu'il y a eu quelques éléments qui ont intégré le comité, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que tous ceux qui ont été plus ou moins opposants puissent pouvoir travailler avec le président de la fédération. C'est là le véritable rassemblement. Et c'est le cas de Danon. Certes, Danon a lutté, mais aujourd'hui, Danon est le président de la MAFSI et il doit pouvoir travailler en bonne intelligence, en bonne symbiose avec le président de la fédération et même avec la commission des arbitres. J'invite mon cher frère et collègue, ancien footballeur, Kalou Bonaventure, à pouvoir collaborer avec Danon pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le championnat, il y a une grosse plaie au niveau de l'arbitrage. Et donc, on a un gros souci à régler. On ne va pas encore nous... écoutez, il faut qu'on se passe de tout ça. D'accord, voilà. Bon, en tout cas, c'était le point de la situation au sein de la MAFSI, donc les arbitres de Côte d'Ivoire. Allez, passons à autre chose. On va parler du Paris Saint-Germain. Oui, puisque de plus en plus de grands clubs européens se déplacent en Afrique pour y dénicher les pépites du football. Eh bien, c'est le cas du Paris Saint-Germain, dont les responsables de l'académie ont séjourné en Côte d'Ivoire récemment. Eustache Niaba, Armel Yao et Marco Seri, eh bien, nous font le récit de leur séjour. L'époque où les talents quittaient uniquement l'Afrique pour l'Europe est révolue. Désormais, les grands clubs du monde viennent sur le continent à la recherche des prochains Didier Drogba, Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor ou encore Riyad Mahrez. La preuve, récemment, des encadreurs de la PSG Academy, le centre de formation du Paris Saint-Germain, ont débarqué en Côte d'Ivoire pour des tests de recrutement. C'était devant les caméras de NCI Sport. Du 27 au 30 mai dernier, le camp d'entraînement du FC San Pedro à Brofoudoumet a accueilli la finale des stages de détection initiés par Detect Profound en partenariat avec la PSG Pro Academy Sénégal. On a eu à peu près 290 qui ont été retenus pour la finale. Aujourd'hui, vous êtes présents. C'est déjà une victoire, c'est déjà un succès parce que vous avez participé aux premières détections. Donc vous devez être content déjà de ce que vous avez pu réaliser jusqu'à présent. Être prêt chaque jour, parce que l'intensité que coach Ousmane va vous donner, qui sera là tous les jours avec une méthodologie qui est franche et qui est de très haute intensité, va vous demander d'être là, d'être présent et d'être mentalement prêt chaque jour. J'espère vraiment que vous serez là et qu'on sera fiers de vous d'ici quelques temps. Plus de 1800 jeunes ont pris part au test à Abidjan et à Yamoussoukro. En Afrique, il est évident qu'il y a de la qualité partout. Et en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a de très très grands joueurs, très très bons joueurs. Et on sait que c'est un territoire qui regorge de talent. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment est né ce projet? Quels en sont les objectifs? Localement, en Côte d'Ivoire en particulier, et en Afrique de l'Ouest en général, c'est qu'on a des talents localement, mais qui manquent en fait d'accompagnement, qui manquent de professionnalisation. Donc ici, l'idée de ce fonds-là, c'est de détecter, donc Detect Profound, détecter des talents locaux à qui on va donner la chance de pouvoir se professionnaliser à travers en fait une formation de pointe. Ils sont nombreux les jeunes footballeurs qui rêvent d'une grande carrière professionnelle en Europe. Mais très peu se voient offrir l'opportunité de réaliser ce rêve. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont voulu être ici, mais ils n'ont pas pu. Dieu m'a fait la grâce d'être ici. Je suis très content d'être ici pour participer à ce test, puisque j'ai envie de partir pour poursuivre ma progression dans une académie. Et c'est Dieu qui a permis que je sois aussi avec mon talent. Donc, je me dis merci à Dieu. Après des jours passés à observer, ces jeunes rivalisaient de gestes techniques pour montrer qu'ils ont les aptitudes pour intégrer l'Académie du Paris Saint-Germain. Les encadreurs font le point. On a beaucoup apprécié d'avoir des jeunes d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. Ils ont été assez loin pour pouvoir trouver des jeunes de qualité. Donc aujourd'hui, après ces 4 jours effectués, nous pouvons dire qu'ils
Il y a eu un très très bon travail de fait par Détecte Profonde et toutes ces activités du comité de sélection. Et nous allons finir par dévoiler dans très peu de jours les joueurs restants pour cette deuxième année. On a des curseurs qui sont posés, on a déjà une année de recul. Avec cette année de recul, avec un certain nombre de réussites. Et je pense que l'année 2 doit nous servir également de nouveaux repères à la création de carrière. Comme le PSG, ces jeunes ont de grandes ambitions. Ils rêvent grand. Les émissaires du club francilien ont-ils coché des noms sur leur calepin? La suite, c'est une réunion avec tout le board technique, puis le board de direction, afin de définir les profils qui vont être validés définitivement. Pour cette cohorte, oui, mais je dévoilerai d'abord à Détecte Profonde. Au terme de ces sessions de détection, des jeunes footballeurs poursuivront leurs rêves. Pour les autres, ils pourront se réjouir d'avoir participé à un test de la PSG Academy. Alors, c'est vrai que c'est une super nouvelle, hein, tous ces grands clubs européens qui viennent en Afrique justement pour dénicher et recruter les futures stars du football. Mais messieurs, est-ce que quelque part, il ne faut pas s'inquiéter pour les équipes locales, pour ne pas dire pour le football local? Ben pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que non seulement on n'en a pas fini de voir chaque fin de saison nos meilleurs joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, aller monnayer leur talent ailleurs systématiquement, ce qui occasionne à chaque fois un renouvellement de talent et donc une baisse du niveau sur les terrains, du niveau du spectacle. Là, on voit même qu'ils viennent nous envahir, entre guillemets, ces clubs européens. Non, mais oui, bien sûr, et je le dis et j'assume, ils viennent nous envahir et prendre nos meilleurs talents, s'ils en trouvent, pour y aller. Et c'est tellement symptomatique. Regardez, ils organisent ce stage de détection sur les installations d'un club professionnel de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est vous dire comment nos clubs sont faibles vis-à-vis de ces grands mastodontes européens-là. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus l'écart se creuse entre les clubs européens et les clubs d'Afrique noire francophone. Eric, vous êtes d'accord avec Nasser? On ne peut être que d'accord avec Nasser. Parce que certes, c'est le PSG. Mais ce qu'on attend du PSG, c'est de faire comme ça se fait au Sénégal. Qu'ils viennent mettre un centre de formation en Côte d'Ivoire, qu'ils collaborent avec les clubs ivoiriens, pour que demain, ces joueurs-là sont formés ici et qu'ils puissent partir et engranger des sous pour ces clubs ici, pour que notre championnat puisse se développer. Mais pas qu'ils viennent déjà prendre nos pupilles, prendre nos enfants et les faire partir. Et alors que, comme il a dit Nasser, déjà, on a des soucis. Parce que même en championnat, on n'arrive plus à avoir des joueurs de grands talents. Si maintenant, vous venez les prendre au berceau, qu'est-ce qu'on fera après? Non, c'est bien que le PSG vienne là, c'est bien qu'ils sachent tous qu'on a des talents en Côte d'Ivoire, mais qu'ils viennent, qu'ils apportent les moyens, qu'ils développent la formation ici, que de venir prendre les joueurs pour partir. Je pense qu'il faut que la fédération prenne ses responsabilités pour que la formation se fasse ici. D'accord, très bien. Bon, ben, c'était votre coup de gueule ce soir, messieurs. On l'accepte, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Bah oui, hein, ça court, ça court, ça court. Vous savez que NCI Sport, c'est le rendez-vous de tous les professionnels. Et même lorsqu'ils sont de passage à Abidjan, eh bien, ils viennent nous faire un petit coucou. C'est le cas du footballeur international béninois Michael Poté, qui s'est confié à NCI Sport. Sa carrière en club, la sélection béninoise, ses projets. Eh bien, il a abordé tous ces sujets avec Ivo Rizvet, Armel Yao, Hervé Kiessé et Moon, regardez. Natif de Lyon, Michael Poté démarre sa carrière de footballeur en 2003. Passé par Nice, Apoel Nicosie ou encore Adana Demi-Sport, l'international béninois, de passage à Abidjan, a accepté... Michael, c'est prend place. Michael Poté, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Faites-nous le bilan de votre saison dans votre club. C'est une saison plutôt positive dans l'ensemble, sur un plan collectif comme sur un plan individuel. J'ai eu la chance de finir champion avec mon ancien club aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que j'ai changé de club, mon ancien club Maoussa Thio avec 22 buts. À présent, on va parler de la sélection béninoise. En 2019, vous faites une Coupe d'Afrique des Nations, mais fabuleuse. Quel souvenir gardez-vous de cette aventure? Franchement, un beau souvenir, même si voilà, quand on se fait éliminer, on a toujours ce goût amer de se dire purée, on aurait pu aller plus loin, mais voilà, on a perdu contre le Sénégal quand même. Qui a été finaliste.
Malheureusement, en 2021, vous manquez la CAN au Cameroun. Qu'est-ce qui explique cette absence? C'est plusieurs facteurs. Comme j'ai dit, de mettre le pied, c'est beau, mais d'y rester, c'est ça qui est le plus difficile dans le foot. Je pense qu'on a manqué un petit peu aussi d'expérience. On a manqué un petit peu d'expérience et je pense aussi qu'on s'est entre guillemets un petit peu peut-être enflammé, on va dire. C'est-à-dire on sortait d'une belle compétition en Égypte. On pensait que ça allait être comme ça à chaque fois. Non, il faut avoir cette force dans la régularité. Il faut vraiment trouver cette constance. C'est ce qui nous fait un petit peu défaut chez nous là-bas au Bénin. Maintenant, pour cette campagne en 2021, certes, tout le monde était au courant un peu de ce qui s'est passé par rapport à la Sierra Leone, etc. Mais voilà, vous savez, on fait une compétition, on fait un métier, il faut s'attendre à tout genre d'imprévus comme ça. Il faut savoir les gérer. Et je pense qu'ils ont gagné un petit peu cette guerre psychologique en dehors du terrain, chose qu'on n'a pas su faire. Alors, l'année dernière, la fédération a décidé de changer le surnom de votre équipe nationale. D'écureuil, on passe aujourd'hui au Guépard. Quel commentaire faites-vous face à ce changement? Bon, j'ai pas trop de commentaires à faire. Comme je l'ai juste dit, moi, je reste un écureuil parce que depuis le temps, j'ai pas été appelé en tant que Guépard. Mais voilà, vous savez, comme j'ai dit, hein, ça fait partie du jeu, comme on dit. Si la fédération a décidé ça et que ça peut aider, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ça, sachant que écureuil, Guépard, le plus important, c'est ce qu'on fera sur le terrain. Malheureusement, ce surnom n'a pas encore porté véritablement chance à votre équipe, dans la mesure où, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale occupe la 4e place de votre groupe avec 2 petits points, même si il y a eu réclamation de la part du Bénin en ce qui concerne l'affaire Kevin Mouiré, qui était suspendu pour le match retour et qui avait finalement été aligné par son équipe. Comment vous expliquez ces mauvais résultats du Bénin sur le terrain? Vous savez, on a un groupe aujourd'hui où il y a, on va dire, cette passation de pouvoir qui est en train de se faire entre les anciens et les tout nouveaux qui arrivent. Et ça prend du temps de se construire, de se reconstruire. Ça demande du temps. Ça demande toujours un petit peu de temps. Et on est en plein dedans, on va dire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, notamment aussi en termes du championnat national. Il y a eu de gros moyens qui ont été mis. Tout ça, ça fait partie aussi de cette reconstruction. Donc, après, quand vous avez toutes ces choses-là qui rentrent en compte, vous dites, voilà, il faut savoir être patient. Alors, votre dernière sélection remonte au 8 juillet 2022. Qu'est-ce qui explique cette absence? Non, c'est ça, comme je disais, la passation de pouvoir, comme on dit. Hein, on arrive en fin de cycle. Et voilà, mais on reste toujours concerné, peu importe sélectionné ou pas. On reste toujours proche, toujours concerné sur le terrain ou en dehors du terrain. On est toujours en contact, que ce soit avec le nouveau sélectionneur ou l'ancien ou avec les coéquipiers. Donc voilà, on essaie de transmettre notre expérience, on essaie de les guider. Donc personnellement, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de sélections. Il y a vraiment beaucoup de sélections et bien sûr, je suis encore compétitif. Je suis encore en activité, mais voilà, il y a la réalité aussi. Il y a des jeunes qui arrivent, beaucoup plus frais, entre guillemets, que moi. Mais voilà, je reste toujours à l'écoute, je reste toujours disponible. Vous avez monté une académie de football au Bénin. Parlez-nous un peu de cette académie. Voilà, c'est une académie que j'ai créée en 2012. Voilà, j'étais encore en activité. C'est vrai que j'ai pris la décision de faire ce projet-là un petit peu tôt. Parce que souvent, on fait plus ça quand on est plus en fin de carrière qu'en début. Mais voilà, moi, quand j'ai commencé à aller en équipe nationale du Bénin, j'ai vu ce qu'il y avait possibilité de faire. J'ai vu ce qu'il y avait possibilité de faire en termes aussi social ou autre. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes talents qui n'avaient pas la chance de s'exprimer et que j'avais la possibilité de les aider, et voilà, je me suis lancé. À l'Académie Poté-Joseph, je pourrais en parler des heures. Mais pour la faire courte, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qui me tient vraiment particulièrement à cœur parce que ça me permet de garder les pieds sur terre. Est-ce qu'il y a des joueurs de votre académie qui ont déjà intégré l'équipe nationale du Bénin? Une chance qu'aujourd'hui, on a un pensionnaire qui a été appelé en équipe A du Bénin, un certain Hassan Imran.
Michael Poté, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis je vais vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle aventure. C'est gentil, merci à vous. Et voilà, super sympa, Michael Poté, qu'on salue, hein, parce que je sais que de là où il est, il suit NCI Sport. Voilà, allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après la pub, vous aurez droit à NCI Sport News, un inside sur le judo et puis Facecam. Bah oui, puisque comme d'habitude, vous aurez la parole dans l'émission. À tout de suite. Et c'est la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Et pour commencer, cette troisième partie, les dernières infos de la semaine, c'est avec Armel Yao et Moon au montage. Regardez. La semaine a été ponctuée par plusieurs événements sportifs. Faisons le point. Natation. La piscine Dominique Ouattara réouverte. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, accompagné du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, a procédé mercredi à la réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Bingerville. Fermée depuis le 31 mai 2021 pour cause de dégradation avancée et dommages fréquents sur les usagers. Les travaux de réhabilitation du complexe aquatique ont porté sur le revêtement complet du bassin, la plage, la révision des moteurs et des filtres du local technique, la rénovation des vestiaires, l'électricité, la plomberie et la pose de 136 sièges dans la tribune. Football, les Éléphantaux à Toulon. La Côte d'Ivoire prendra part à la 49e édition du Festival international Espoir Tournoi Maurice Révélo du 5 au 18 juin 2023 en France. Logés dans le groupe C, les Éléphantaux feront leur entrée face au Panama mercredi avant d'affronter le Maroc le 10 juin et terminer contre le Japon le 13 juin. Rappelons que la Côte d'Ivoire a remporté ce tournoi en 2010. Elle a été finaliste en 2017 et a ragé à 2 reprises la médaille de bronze en 2007 et 2008. Éliminatoire Cannes 2023, la liste le 7 juin. La Côte d'Ivoire sera face à la Zambie le 17 juin prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Cannes 2023 dans le groupe H. À cet effet, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset va dévoiler la liste des joueurs retenus le mercredi 7 juin au cours d'une conférence de presse. Jeux Olympiques 2024, l'adversaire de la Côte d'Ivoire connu. La Côte d'Ivoire va affronter la Sierra Leone pour le premier tour des éliminatoires du tournoi de football olympique féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette première étape se tiendra dans la période du 10 au 18 juillet prochain. En cas de victoire, les éléphantes seront face à la Tunisie au 2e tour. Ligue des champions, City ou Inter. Après avoir remporté la Première Ligue et la Coupe d'Angleterre, les hommes de Pep Guardiola vont tenter de décrocher la Première Ligue des champions de leur histoire. En ce qui concerne la finale de la Ligue des Champions, on vous a posé la fameuse question. Pensez-vous que Manchester City va enfin pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles? Vos réponses récoltées par Marco Seri dans Facecam. Je pense bien que cette année, Manchester City pourront remporter cette compétition. Avec leur effectif, je pense bien que c'est la meilleure équipe de la compétition. Au vu de toutes ces performances que l'équipe de Manchester City a démontrées pendant plus de 5 ans, notamment cette année, en battant le Real, en battant le Bayern avec une certaine maîtrise du jeu, une certaine sincérité, l'équipe de Manchester City a toutes ses chances de remporter cette première Ligue européenne. Comme on le dit, une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et comme d'habitude, Manchester City va jouer et par finir, c'est l'Inter de Milan qui va triompher. Tous mes encouragements à l'Inter de Milan pour la triomphe de l'UEFA Champions League édition 2023. Et moi, je crois que cette année, c'est l'année de Manchester City. Vu le bel parcours de cette année, avec ses joueurs formidables et avec un travail colossal de M. Guardiola, cette année, ils ont toutes les chances de remporter la première Ligue des Champions. Cette année, les champions, c'est pour City. Ouais, c'est pour nous. On prend ça à un Pokémon. On a trop brillé pour ça. Donc, cette année, on va prendre ça à un Pokémon. Je vois bien l'équipe de Manchester City la remporter.
car au fil des années, c'est une équipe qui s'est perfectionnée, qui s'est bonifiée. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est imbattable. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de Pep Guardiola a toutes les ressources pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Je peux même me permettre de vous donner le pronostic. Pourquoi pas 2-1 pour Manchester City. Au vu des résultats que ces deux équipes ont produits, vu les différences statistiques et les performances, on pourrait donner la victoire simplement aux Citizens puisqu'ils ont été vraiment solidaires. Ils ont été solides, ils ont tout prouvé, ils ont tout en tout cas, ils étaient tout simplement inarrêtables. Alors donc, j'aimerais dire tout simplement que la victoire revient aux Citizens. Force à City pour le courage qu'ils ont eu, la force qu'ils ont eu pour arriver jusqu'en finale. La finale où ils sont, en tout cas, c'est pas pour perdre. Il sait que City va remporter cette coupe-là. Manchester City remportera bien évidemment la Ligue des Champions, confirmera ainsi sa suprématie sur le football européen. Ah ben voilà, donc même question pour vous, hein, messieurs. City ou l'Inter pour cette finale de la Ligue des Champions? Ben, City a tout pour gagner. On a envie de dire c'est l'année ou jamais pour Pep Guardiola. C'est l'équipe qui écrase tout dans cette compétition. Meilleur buteur Erling Haaland, 13 buts. Meilleur passeur Kevin De Bruyne, 7 passes. Meilleure attaque, 31 buts en 12 matchs. C'est plus de 2,5 buts par match. Franchement, si cette année, City ne remporte pas cette Ligue des Champions, je me demande quand est-ce que ça sera le cas. Et vous, Eric? Évidemment, on dira 70%, 30% pour l'Inter. Ben, les 30%, c'est la glorieuse incertitude du football et surtout le catenaccio. Ouais. Attention, parce que le catenaccio, ça déjoue beaucoup. Hein, les jeux flamboyants, les jeux léchés. Face au catenaccio, tout est possible. Les 30%, on verra bien. Voilà, la réponse samedi soir. Voilà. Allez, on va enchaîner avec la suite. Dernier sujet de la soirée. Le judo est à l'honneur dans Inside. Ce soir, du 15 au 18 juin, aura lieu l'Open d'Abidjan. Nos éléphants judokas sont en préparation depuis près de 3 mois pour cette compétition. À quelques semaines du début du tournoi, eh bien, on va savoir comment ils se sentent. Ce sera avec Ivo Rizvet, Armeliao Hervé Kiessé et Marco Seri. Salut à tous, nous sommes ici à l'INJS. C'est ici que se prépare l'équipe nationale cadette junior senior de judo pour l'Open d'Abidjan. NCI Sport rend visite aux éléphants judokas pour s'imprégner des réalités de leur préparation. Are you ready? Let's go! Alors on se met en ligne. Socle de Bioko. Socle de Diaga. Ceinture noire devant, marron derrière, les autres derrière. Spirachi, chemin. Ré. César. Enseni, Ré. Ritsu. Ré. Bien. On va commencer les échauffements tout de suite là. On commence à courir autour et après on va enchaîner avec la chute avant, chute arrière, tout ça. Allez, bon appétit les gars. On commence. On traîne pas les pieds, on court les gars. Maintenant déplacement latéral face tapis. Dos tapis. Bien, il faut écouter pendant qu'on court au prochain signal. Sur place, élévation de genoux, talon, fait jumping jack, 3 sogori. Prêt, allez, top, 1, sur place, 2, 3, 4, 5. Depuis que le président est revenu du championnat d'Afrique l'année dernière, il nous a annoncé que nous allons avoir notre Open. Et tout de suite, nous avons commencé à nous mettre en place pour le travail. Et pratiquement, depuis 4 mois, nous travaillons pour ce tournoi. 10 sogori, 3 fois, 1, 2, 3, on marche les gars, on marche. Et puis on se retrouve tout le monde ici. Tout le monde derrière moi. On fait des roulades avant simple jusqu'au bout là-bas. Adjumé. Ceinture marron, Adjumé. Les autres, Adjumé. La préparation se passe sous de très bons auspices.
tant au niveau sportif, la preuve de notre présence ici pour encourager nos athlètes, au niveau organisationnel et en ma qualité de président du comité d'organisation, je peux vous rassurer que l'organisation va bon train. Je veux qu'il avance, je veux qu'il ça dépend de moi, ok? Je ne vais pas rester là en train de marcher, mais je l'amène à moi. Il faut qu'on sente ça. Si vous ne tirez pas, ça devient compliqué. Tire encore plus. Tourne, fais-moi face ici quand tu tires. Fais face ici. Fais face. C'est dit, fais face quand tu tires. Voilà. Et tu peux chuter maintenant. C'est ça, Raigoshi. La préparation, elle a été bien. Nous avons travaillé sur le plan physique, tactique, psychologique et surtout, actuellement, nous sommes remontés à bloc pour accueillir les autres pays et glaner plein de médailles. Dès qu'il avance, pam pam, il doit tomber. Ouais, je n'ai pas fait beaucoup de pas. Hein. Il recule, 1, 2, il doit tomber. Adjumé, c'est parti. Pousse, il laisse pas. Au retour, tu vas tomber. Même s'il laisse pas. OK. À quelque chose de l'Open d'Abidjan, bon, je suis déjà concentrée, focus sur mon objectif. Vu que c'est au pays qu'on va combattre, devant la famille, les parents, on va devoir représenter notre pays. Donc, malgré le stress, la pression, j'essaie de gérer ça pour être focus au maximum. Allez, on se relève tout, allez, on se relève vite. Tout de suite. Il y a 3 aspects. Il y a Shingintai, c'est-à-dire la force, l'esprit et la technique. On ne peut pas les dissocier. Donc par étapes, nous avons travaillé en fonction. Et actuellement, nous sommes en train de travailler la vitesse jusqu'à la fin, dans 2 semaines. Nous avons travaillé sur le plan tactique, technique, physique et psychologique. Donc nous avons préparé ça en amont avec plusieurs compétitions, telles que l'Open de Yaoundé, Dakar et l'Open de Luanda qui a eu lieu dans le mois d'avril. Donc avec les résultats que nous avons eus là-bas, nous espérons avoir de meilleurs résultats pour juin. 5 fois rapidement, je soulève. 3 fois, je fais tomber 2 fois. On commence dans 3 secondes. 1, 2, 3. Adjumé. 1, 2, 3, 4, 5. On soulève. 1, 2, 3. Au judo, on ne peut pas dire qu'on est fin prêt. Parce que pour rien du tout, on peut perdre un combat, on peut gagner un combat. Ce qui fait qu'on ne peut pas être précis en disant que nous sommes fin prêts. Sinon, nous sommes prêts. Quand même, depuis pratiquement 1 an, nous sommes au boulot. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. 5 fois, après c'est à l'autre. En même temps, voilà, c'est ça, Loulou. Ton nouveau nom maintenant, Loulou. L'ambition, c'est de relever le défi qui nous a été confié par les instances du judo africain et mondial et montrer à la communauté sportive ivoirienne la capacité de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées de pouvoir réussir l'organisation d'un tel événement. Il faut se redresser, ne restez pas à baisser les filles. Quand on est droit, on est plus fort. Saluez-vous. Fin de la séance d'entraînement, ce sont des athlètes disciplinés, rigoureux et concentrés qui nous a été donné de voir. Ils vous donnent rendez-vous le 15 juin au Palais des Sports de Treichville pour le début de l'Open d'Abidjan. À très vite. Je vous ai déjà dit que j'étais ceinture marron de judo. Hein. Bon. Donc attention à vous, messieurs. Attention, hein. Tenez-vous à carreau. Hein. Allez, bon ben voilà, c'était le dernier sujet de ce soir. Mais on ne saurait terminer cette émission sans avoir une pensée pieuse pour un de nos éléphants footballeurs. Il y a 6 ans, Cheikh Tioté nous quittait des suites d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement survenu dans son club de Beijing EG en Chine. Il était important pour nous de rendre un vibrant hommage aux joueurs et à l'homme qu'il était à travers un doc exceptionnel que prépare NCI Sport et qui sera diffusé en intégralité lundi prochain. Mais avant cela, un petit avant-goût de ce documentaire. Plutôt évoqué.
Voilà, il nous manque énormément, Cheikh Tioté. L'intégralité de ce documentaire, eh bien, ce sera lundi prochain dans NCI Sport. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup, Eric Babou. Merci, Nasser Eddi. Et merci à vous. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Eh ben, on va vous souhaiter de passer une excellente semaine. Et puis, rendez-vous lundi prochain à partir de 20h30 pour encore un maximum d'informations sportives. D'ici là, eh bien, on va se quitter avec les prolongations. Excellente soirée à tous. Bye bye.